Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Le match entre Bayonne et Clermont ce dimanche soir a clôturé la 18e journée de top 14. Avec moi pour débriefer cette rencontre, Yanis Guillou, Luc Bessière. Bonsoir messieurs. Salut messieurs. Bonsoir messieurs. Ashraf, en régie, Manon, notre cher collègue encore dans la rédaction. Donc messieurs, je l'ai dit bien sûr, une troisième mi-temps classique, on va dire top 14. Puisque voilà, il y avait l'équipe de France la semaine dernière, le dimanche après-midi, il y aura l'équipe de France samedi prochain, puisque l'équipe de France joue à 15h15 en Irlande pour le choc et presque on peut dire la finale du Tour Destination 2025. Ça vaut pas ce Clermont-Bayonne. Non, ça valait pas ce Bayonne-Clermont. Donc Bayonne, 31-18 pour les Basques. Voilà, un essai à la fin avec une belle passe de Tchèque Tiberghien. On va pas commencer, mais magnifique passe quand même, faut le dire. On comprend toujours pas ici comment la vidéo a été appelée, mais bon bref. N'a pas été appelé. Voilà, n'a pas été appelé, mais on va pas résumer ce match à ça. Bon, les Bayonnais 31-18, Clermont 0 points, Clermont repart bredouille en Auvergne, mais surtout les Bayonnais qui vont nous intéresser, puisque les Bayonnais avec cette victoire confortent leur place dans le top 4, 5 points d'avance après la 18e journée sur Castres, du coup actuellement 5e. On va pas se mentir, les Bayonnais foncent vers la phase finale. Alors on le sait depuis plusieurs semaines, mais des victoires comme ça, un peu accrochées, parce que Clermont est revenu, mais on voit pas comment les Bayonnais ne participeront pas à la phase finale dans quelques mois. Ouais, c'est une victoire très importante pour eux, moi je trouve, parce que même s'ils ont quand même un certain gap avec Toulon qui est 3e et qui est aujourd'hui, je crois, 10 points d'avance, l'avion Bayonnais est aujourd'hui le principal outsider, j'ai envie de dire, à part les trois favoris que sont l'UBB, Toulouse et Toulon. Et donc oui, c'est des victoires importantes, surtout à domicile. On rappelle quand même qu'ils sont invaincus à domicile cette saison, les Bayonnais, et ils arrivent toujours à trouver des solutions contre les défenses, notamment celle de Clermont qui avait assumé vouloir faire un coup normalement lors de ce déplacement après avoir accroché l'Union Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Mais il faut dire que Bayonne a toujours quelques arguments. Des fois c'est Lopez, là ça a été second. Tu as aussi de la puissance devant. Carreras sur le dernier essai. Carreras, ouais. Et c'est gardé. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter, puisque Christophe Furios l'avait dit en avant-match. Bayonne, souvent sur les fins de match, arrive à marquer. Et là, encore une fois, ils ont réussi à le faire pour se mettre à l'abri. Et surtout priver Clermont d'un bonus défensif, ce qui peut compter pour la fin de saison. Et qui assure encore un peu plus, comme tu l'as dit, leur place pour les phases finales. En tout cas, leur place probable pour la phase finale. Oui, parce que bien sûr, je parlais de la 4e place, mais si on parle du top 6, sans viser forcément un barrage à domicile pour les Bayonnais, même s'ils le veulent forcément, ils ont aujourd'hui 8 points d'avance sur Clermont, du coup qui est 7e. Donc 8 points d'avance, c'est énorme. Voilà, il reste plus que 8 matchs à jouer. C'est vrai que Loïc, encore une fois, voilà, c'est Bayonnais. On rappelle qu'ils ne se sont jamais qualifiés en phase finale de leur histoire. Donc on se dirige vers une première historique. Oui, et après ça récompenserait un peu la construction de cet effectif depuis la remontée de Bayonne en top 14 qui chaque année a su s'étoffer. Bon, il y a des joueurs qui sont là depuis le début, Swan Cormonier qui était même là en Pro D2, Camille Lopez, mais on voit voilà, que petit à petit, il y a des joueurs qui ont été ajoutés au fil des années. Tant des joueurs apportés de l'extérieur, Yanis le disait, des mecs comme Carreras quand même qui sont on parle pas beaucoup de lui, mais qui est un très bon joueur, Tchèque Tiberghien qui est revenu. Des jeunes aussi qui arrivent, comme Chan Mousquet qui a été décisif ce soir sur un essai et qui malheureusement a trop peu touché de ballon parce que dès qu'il en touchait, il était bon. Il y a eu Joris Second aussi qui a été qui a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps. Il était blessé. Oui, il a manqué des coups de pied, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, son jeu au pied d'occupation, il a peu, voire pas d'égal en France. D'ailleurs, Christophe Furios le disait à un moment dans le match, il disait on sait qu'on va pas pouvoir rivaliser sur la longueur, nos jeux au pied, il faut plus viser les duels aériens où là les Bayonnais étaient plus en difficulté, et voilà, et au final ça fait que en restant invaincu à domicile, Bayonne fonce vers le top 6, et si en plus il reste invaincu à la fin jusqu'à la fin de la saison à Jean Daugé, je vois pas comment il pourrait trop sortir du top 6. Oui. Je remarque que tu mets encore ton thé devant Chan Mousquet. On l'avait déjà repris une fois sur la troisième mi-temps. Pourtant, toi qui es né aux Pays-Bas, qui a grandi pendant 18 ans aux Pays-Bas, c'est natif de Bidart. Ce qui souligne aussi à travers ça, pas Chan Mousquet, mais notamment Second, c'est le bon recrutement de Bayonne. Alors il y a des ratés, comme on pense à Rissoch qui va faire une saison blanche, mais tu as des belles réussites. Et aujourd'hui, on a encore l'exemple de Manu Tuilagi qui fait un match appliqué à l'image de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Et il arrive à transcender son équipe, à mettre des gros brins en défense comme il l'a fait sur Orda Pileta et à faire avancer les siens. Et c'est aussi des mecs comme ça, avec leur expérience et leur capacité physique,
dont a besoin Bayern pour intégrer ces phases finales pour la première fois. Surtout, comme tu dis sur le camp de Bayern, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment des profils différents. Makala qui vont chercher jeunes au Fidji alors qu'ils sont encore en Pro D2. Luc Tadi, des mecs voilà, qui vont chercher en Pro D2 souvent, ou des mecs, comme tu dis, confirmés comme Manu Tulagi ou même Carreras qui est encore, à son prime. Son prime, oui, je voulais utiliser une autre expression, mais pas venu. Voilà, dans la fleur de l'âge qui arrive d'Angleterre. C'est vrai que le mélange de tout ça, même des anciens de la maison comme Chouznou et Turia, ça fait ce cocktail détonnant qui amène Bayonne dans le top 4. Ça peut encore marcher l'année prochaine quand tu vois qu'ils ont pris Fischer par exemple ou des choses comme ça. Comme tu as dit, les recrutements de Pro 2 sont bons. Lucas Martin fait une super saison. Evan Johnson, ils l'ont pris à Oyonnax. Il l'a officialisé cette semaine. Et voilà, c'est plutôt intelligent et comme tu as dit, varié. Ouais. Et Bayonne qui ira au Stade Français. Lors de la prochaine journée. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une grosse pause de la top 14. 2 semaines. 3 semaines, oui, voilà, 2 semaines pour les joueurs, mais du coup, plus la semaine de compétition, enfin la semaine de préparation. 2 week-ends en fait. Voilà, 2 week-ends de repos, mais il y a donc dans 3 semaines. Donc ça reviendra le 22 mars. Le top 14 sera de retour, et notamment le Bordeaux-Toulouse. Sortie de tournoi le dimanche soir au Matmut Atlantique. Donc on prendra joie de faire une 3e mi-temps après ce match. À voir si beaucoup international. Belle affiche là. Difficile de faire mieux là. J'espère que ce sera mieux quand même que ce match entre Bayonne et Clermont, parce qu'on va pas se le cacher, même si les Bayonnais ont plutôt bien maîtrisé leur match et ont été dans la globalité plutôt bons. Il a tenu une très franchement, non mais les Clermontois c'est très décevant par rapport à ce qu'ils ont proposé la semaine dernière. Je trouve qu'ils ont été beaucoup trop pénalisés facilement, et même si ils ont été très handicapés par les blessures comme ils l'ont été face à Toulouse, et que là ça a dû modifier certaines choses, notamment en fin de match. Ils ont plus de demi-mêlée. Non mais c'est trop irrégulier. Ouais, mais ça c'est la blessure, mais c'est trop irrégulier pendant les matchs. Alors je sais pas si vous, mais il va y avoir 10 minutes où ils vont très bien jouer. Il va y avoir 10 minutes où ils vont louper des occasions. Il va y avoir un quart d'heure où ils vont souffrir. J'ai l'impression qu'il y a... Tu vois, Christophe Furieux qui se plaint, et a raison, du manque de précision de ses joueurs proches de la ligne, mais ça fait toute la saison. Oui, mais alors là, ça s'explique aussi par le fait de... Aujourd'hui, c'est qui ton mec qui va percer la défense, qui va marquer aujourd'hui, il n'y a que Sowakula, mais qui revient que depuis peu de temps, et Moala qui n'est pas là. Et sinon, Raka dans une autre mesure. Mais t'as pas de match winner, en fait, je trouve, à Clermont dans cette équipe. Aujourd'hui, t'as pas vu un mec qui, tu peux te dire, à tout moment, il peut transpercer la défense et aller marquer. Ça n'existe pas, clairement. Typiquement, voilà, la Tulagi Makala a encore sorti un gros match. Oui, c'est vrai que l'action. Quand tu vois en face Iré Simone et Mathis Bellob, malheureusement, ils ont souffert de cette comparaison. Quand tu vois la vivacité de Makala alliée à la puissance de Tulagi, Bellob et Simone, ils ont souffert. Quoi. Oui, c'est vrai que derrière, il manque un peu de monde. Léon Daré Carrère aussi ferait du bien. Bon, Georges Moala se blesse énormément depuis plusieurs mois, malheureusement. Après. Voilà, il est plus tout jeune aussi. Raka, après un gros KO contre Toulouse, il est toujours pas revenu. Même au-delà de ses absences, depuis la saison, on voit que Clermont marque énormément d'essais sur ballon porté, il l'a encore fait ce soir. Mais le fond de jeu, c'est quand même assez pauvre depuis le début de la saison. Ah oui, on l'a entendu, le meilleur marqueur de Clermont en top 14, c'est Bardamé Massa avec 4 essais. Tu peux être c'est ton talonneur. Si tu me dis que c'est Dan Coles à son prime avec l'All Black, je te dis ok. J'ai rien contre Bardamé Massa, mais ça résume juste... que ta plus grande force c'est les ballons portés. C'est comme quand ton gardien il est l'homme du match au foot. C'est pas très bon style pour tes attaquants. Et que ton style de jeu c'est beaucoup plus d'aller casser les bouches devant que d'aller aérer le jeu derrière. Tu peux avoir les deux, c'est-à-dire quand tu as une peine à la touche, tu peux être fort et favoriser les ballons portés, mais en même temps dans le jeu tu as le droit de savoir créer des différences. Et là clairement il n'y arrive pas trop. Ça veut dire que tu es très fort quand même. C'est-à-dire que tu es une très bonne équipe, très complète dans tous les secteurs du jeu. T'as de la casse encore. Ce que n'est pas encore Clermont. Tu perds Yato, tu perds Jono. Alors, tu perds déjà tu perds Genot et Bézi. Heureusement, entre guillemets, que c'est qu'il y a 3 semaines et que tu vas pouvoir récupérer du monde, notamment Raka, je pense que tu vas pouvoir récupérer. Mais Yato, c'est cheville. Bon, l'image de Jono, alors je comprends toujours pas comment il peut marcher à l'heure où on se parle, mais heureusement, parce que l'image est très très sale, le rouge de Maury. Il y a aussi une pénurie à gauche. Bon, là, c'est le jeune. Le jeune Frisac qui a joué. Même si on lui en veut pas. Formé à Ison, bien sûr. Formé à Ison, donc sûrement une pépite à en devenir. Moins 18 sur LGM. Voilà. Pour ceux qui ne suivent pas, parce que je pense qu'ils ne le savent pas, il a joué à Ison. Yanis a joué à Ison. Donc. Et Nicolas Deporter en effet. est formé à Ison aussi. C'est un peu plus clinquant que Yanis. La marque des grands. Et le jeune Clermontois. Mais bon, on souhaite aux jeunes Clermontois la même trajectoire que Deporter.
Mais voilà, donc, tout ça pour souligner qu'à gauche, il manque aussi du monde et au talonnage aussi, avec c'est Fourcade qui s'est blessé aussi contre Toulouse. Et il s'est, fissure au niveau du tibia, non Ouais, c'est ça. Mais surtout, là, c'est qui le troisième neuf de Clermont? Parce que Bézi, commotion, Jono, mais si, mauvaise c'est image. Enzo Sanga. Oui, mais il est blessé. blessé. Oui, mais il est blessé. Qui n'a pas joué la saison, qui est blessé. Enzo Sanga, ouais, bah, je sais pas qui va jouer neuf. Non, après, pour le coup, Sébastien Bézi, j'espère que c'est pas trop grave. Je pense que c'est commotion, quoi. Voilà, mais ça va 3 semaines, tu vas pouvoir revenir. Bah après, Raka, on nous disait la même chose, il est toujours pas revenu. Bon, après, Raka était beaucoup plus impressionnant que Jono, où c'est vraiment protégeant connecté qui a dit que Bézi, pardon, qui a dit c'est le protégeant connecté. D'ailleurs, on s'inquiète pour Jono. Ça semble. Alors il a essayé de continuer à jouer puisqu'il n'y avait pas de neuf, mais. De ce qu'on a vu derrière notre écran, c'est pas le genou, parce que j'avoue que je craignais les croisés. C'est souvent ce qui arrive dans ces gestes-là. Ça a l'air d'être la cheville. Après, bon, si c'est. Mais attention, on n'a pas d'infos. Hein. Voilà, si les ligaments de la cheville sont touchés, ça peut aussi être très très grave. Mais bon, j'avoue que par expérience personnelle, je regarde surtout les croisés et ensuite je regarde ce qu'il y a à côté. Mais non, voilà. Donc on espère que c'est pas trop grave. Et surtout, match important dans 3 semaines, clairement Racing 92. Ah oui. Match d'équipe malade là. Aussi là. Oui, match d'équipe malade. Et après, là, clairement, t'es un peu dur avec l'équipe malade parce qu'ils ont. Bon, si, ils sont toujours sur les fêtes de suite, c'est vrai. La semaine dernière, ils ont montré quand même du bon à Bordeaux. Oui, ils ont pris un point à Bordeaux. Ils sont pas malades. Ils sont pas honteux non plus à Bayonne. Mais il faut anticiper avec un petit Doliprane. Tu sens que la gorge commence à te piquer. Ah, le Racing, c'est malade. Ah non, le Racing, oui. Clairement, tu couvres quelque chose. Oui. Tu te lèves. Ouais, je suis pas trac, quoi. Tu te lèves pas hyper bien. Tu vois, et. Tu vois, il y a ta mère qui t'engueule parce que t'es sorti les cheveux mouillés hier soir ou sans écharpe. Tu commences à te dire, bon, je fais attention. Bon, le Racing, là, 42 de fièvre, ils ont des boutons qui poussent, là. Pour moi, le Racing, t'es aux urgences, t'as la perfusion. T'arrives, t'es perfusé, là. Tu dis, bon, je me le suis fait chez moi. Le pire, c'est que t'as eu une rechute. Ça veut dire que t'es sorti de l'hôpital, tu t'es dit, ah, je vais mieux. Tu t'es écroulé dans la rue. T'es sorti, tu dis non merci docteur, j'ai pris 4 points à La Rochelle. Tu sors, tu reviens, tu dis bon ben. T'as fait un malaise dans la rue. Docteur, je m'en sors pas. J'ai arrêté les médicaments et ça s'aggrave, donc s'il vous plaît, j'ai 3 semaines de rééducation devant moi. Bon voilà. Et je réponds à Fried Stich, je m'excuse parce que c'est très difficile. La blessure de Jalibert, c'est pas une blessure diplomatique. Voilà. Info Yanis Guillou. Rano à César, ce qui appartient à César, mais voilà. Entorse de la cheville, apparemment pour Mathieu Jalibert. Ouais. Voilà, donc pas de blessure diplomatique. Et il avait vraiment la gastro il y a 2 semaines, il a vraiment une entorse de la cheville. Voilà. Mathieu Jalibert peut se blesser. Surtout quand on a vu les images là, qu'a publié France Rugby, du coup on pourrait se dire ils sont. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour Mathieu Jalibert dans sa relation avec Fabien Galtier. Oui, dans sa relation avec les Qatars. C'est ce qui est montré. Derrière les caméras. Donc, mais en tout cas, bon, même si Jalibert est sorti en courant à Aimé Giral, applaudi par le public perpignanais. Mais bon, voilà. Bon, messieurs, on va passer à l'ovation du week-end. Et on parle du Racing, on va parler de l'adversaire du Racing, des Palois et surtout d'Emilien Gaëton et Théo Atisogbe après le jingle. Pardon. Ouais, je commence à devenir le Racing 82, je commence à la gorge un peu irrité. Mais bon, on va bien faire l'émission. Tu t'es fait enrhumer par Atisogbe Gaëton comme le Racing? Non, j'ai pas eu cette chance. Bon, en tout cas, voilà, la section paloise, victoire 47-29 sur la pelouse du Racing 92. Alors déjà, ça fait du bien aux têtes paloises dans la course au maintien. Ça fait très mal à la tête du Racing 92 dans la lutte pour le maintien. Mais on voulait s'arrêter bien sûr sur presque les 2 hommes du week-end. Les 2 hommes du week-end, surtout un, Théo Atisogbe, c'est l'Oscar de la semaine midi olympique. Alors Gaëtan, oui, a mis doublé, mais bon, il y a eu un cadeau notamment d'Atisogbe sur son 2e essai. Ah, les deux. Les deux, sur ces 2 essais, c'est Atisogbe qui fait la diff. Oui, mais c'est Simons, voilà, je voulais dire, c'est Simons qui met Gaëtan sur l'intervalle pour le premier essai de Gaëtan. Mais on va s'arrêter sur Atisogbe tout d'abord, titulaire en Italie, pas protégé, donc on imagine que ce sera Penaud à l'aile contre l'Irlande, vu que Penaud était protégé, pas Atisogbe, mais Atisogbe, il a encore sorti un match de fou. Il a fait gagner son équipe, mais il a surtout envoyé un message au public français et bien évidemment au staff de Fabien Galtier.
Complètement, il est sur un petit nuage là depuis quelques semaines déjà qu'il était pas loin du ciel depuis ses débuts en top 14, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Il fait une très grosse première saison, il n'a pas marqué le pas mais on va dire qu'on l'attendait plus, notamment les défenses en début de saison, et là ça fait quelques semaines qu'il marche sur l'eau. Je pense que l'équipe de France lui donne beaucoup de confiance, il profite de cette confiance du staff, notamment d'avoir joué contre le Pays de Galles et d'avoir joué contre l'Italie, tout en marquant des essais aussi, puisque c'est 5 essais en 5 matchs avec l'équipe de France quand même, Mathis Ogbe, pour prendre de la confiance, et ça a été reflété cette confiance encore une fois face au Racing 92 sur une pelouse qui avantage son jeu, ses crochets, mais dans un poste qui est le poste d'arrière. Alors il est très bien capable de jouer arrière, même plus qu'ailier peut-être, mais ça prouve aussi qu'il est capable de s'adapter et de prendre des responsabilités. Et surtout, ce qui m'a marqué sur ce match-là, c'est que c'est le cadre de la section. C'est lui qui fait avancer l'équipe, c'est lui qui prend des initiatives. Il peut jouer rapidement une pénalité. Voilà, c'est plus le petit jeune qui commence, qui monte et qui devient bon. Non, là, c'est le cadre de la section, comme l'est Emilien Gaëton, mais lui depuis maintenant 1 an. Et donc, c'est ça qui m'a frappé contre le Racing. Il fait un match de ouf. Alors, il est peut-être pas fautif, mais il peut faire mieux sur l'essai Sam Jens en première période, puisqu'il capte pas ce ballon en l'air. Voilà. Mais au-delà de ça, il a été super bon d'ailleurs sur les duels aériens. Dans le ping-pong rugby, il a été bon aussi. Il a été très complet dans son jeu. Il a su trouver les intervalles et accélérer le jeu de la section paloise, appuyer là où ça faisait mal contre le Racing et mettre les siens dans de bonnes dispositions. Il n'a pas marqué d'essai, mais il a été plus que décisif. Et dans le chat, il parle de la blessure de Gaëton. Alors, ce ne serait pas les croisés, ce serait une rupture partielle du ligament postérieur. Ouais. Voilà. Alors, a priori, c'est un peu moins grave. C'est moins grave que des ligaments croisés, qu'une rupture totale de ligament croisé. Pour vous dire, rupture ligament postérieur, c'est ce qu'avait eu Jalibert l'année dernière au tournoi Destination. Il avait raté 2 mois. C'était pas les gars latéral interne? C'était latéral J'ai 2 spécialistes des croisés à côté de moi là. Ouais, mais là, c'est pas croisé du coup. Non, mais 2 spécialistes du genou, si tu veux. J'ai regardé avec. Tu veux être précis. Avec. Il va m'assassiner là en direct. Bon. Non, mais on va dire. Voilà, on va dire. En même temps, t'as scène des vérités. J'étais quasiment certain que c'est postérieur. Ouais, j'ai du mal à trouver. On va pas se mentir. Non, mais en gros, c'est moins grave que les croisés, quoi. Les croisés, tu mets vraiment 6 mois à revenir. C'est un gros coup d'arrêt. Il faut être opéré à tout prix. Là, c'est rupture partielle, donc pas complète. Donc. Je pense pas de nécessité de passer sur la table d'opération. En tout cas, ça semble pas si grave. Je poursuis, je termine l'assassinat puisque oui, c'était ligament latéral interne, mais c'est pas grave. En tout cas, il est touché au genou, Gaëton. On lui souhaite que ce soit pas trop grave. On le souhaite à la section et à l'équipe de France aussi. Mais voilà, c'est oui, blessure de Gaëton. Mais en tout cas, apparemment, ce serait pas les croisés. Bon, voilà. Après, on va pas trop. Je vois pas trop sur quelle action il se pète. Après, moi attention à ce que je vais dire, et je parle pas de dopage ou autre, je trouve qu'ils ont une résistance à la douleur, ces joueurs de rugby. Jalibert, il sort en cours, il a un torse de la cheville. Gaëton, il finit le match, il fait 4 interviews, sourire aux lèvres, il a une rupture partielle du ligament postérieur. Donc, du coup, on a du mal à voir les blessures en fait, des joueurs. Alors que clairement, ils sortent direct. On voit que les pauvres, l'assassinat se poursuit. Non, mais on veut pas taper contre Clermont, c'est une équipe qu'on aime bien en plus. Non, en plus, Clermont a vraiment pas de chance avec les blessures. Oui, pour le coup. Parce que là, Jono, il se fait assassiner par Maury. Là. Oui, là, le pauvre, là, il est pour rien du tout. Et il y a aussi un autre joueur, parce qu'on parlait de Sogbe, Gaëton aussi, mais il y a Fabien Robori aussi qui titulaire avec Gaëton, c'est l'avenir. Bon, international moins de 20 ans, bien sûr. Je finalise la Coupe du Monde U20. Que j'ai vu jouer du coup, avec l'équipe de France U20 qui m'a souvent plu. Mais c'est vrai que c'est un des joueurs sur lequel va pouvoir s'appuyer Pau pendant de nombreuses saisons. Ouais, s'il reste. Hein, complètement. Il incarne l'avenir de la section. Il n'a pas beaucoup joué cette année encore. Il commence à découvrir le top 14, à bien s'installer. Et je pense très sincèrement que la paire Broboiry-Gaëton, c'est l'avenir de la section tout simplement. Avec Atisogbe, que ce soit à l'aile ou derrière. Je pense plus à l'aile puisqu'il y a Maddox derrière. Mais c'est pour moi, elle incarne l'avenir de la section. Et Broboiry a su être complémentaire avec Gaëton en prenant les espaces, en étant intelligent dans son jeu, en perçant aussi la défense du Racing. Les deux ont été très bons. Et tu crois qu'ils vont rester longtemps? Je sais pas. On n'a pas d'infos. Attention, on n'a pas d'infos. Je me dis quelque chose, c'est que quand même si oui, forcément la section joue
pour l'instant en tout cas, pas les premiers rôles, et que forcément pour des joueurs comme ça, et être, je pense qu'ils vont être appelés par de gros clubs aussi. Ils ont été appelés, mais après ils ont pas signé. Mais c'est aussi, il faut pas oublier l'attachement au club qui leur a donné leur chance, tout simplement. Oui, mais après, Broboiry, je suis pas sûr qu'il parte tout de suite parce que quand même il a pas assez d'expérience sur un top 14. Je parle pas de Broboiry, mais Gaëtan, c'est vrai que quand il arrive, Agen il avait joué un peu, mais c'est vraiment la section qui lui donne une vraie exposition en top 14. Atisogbe pareil, il arrive l'année dernière après la Coupe du Monde du vin. Tu sais comme moi il a direct une exposition et un rôle très important dans l'équipe, à l'image de Hugo Radou, parce que c'est la même génération. Je suis d'accord, mais des clubs comme ça. Castres a lancé Dupont et Joulon chez les pros. Oui, bien sûr. Bon, après, je te promets rien. Joulon est quand même resté assez longtemps à Castres. Non, mais je suis d'accord, mais des joueurs aussi talentueux comme ça dans des équipes qui jouent très rarement le top 6, Pau qui ne l'a toujours pas joué depuis qu'ils sont remontés en top 14. Encore une fois, j'ai pas d'informations. T'es en train de me dire que Jelon et Dupont sont pas formés au Stade Toulousain, c'est ça? Non, malheureusement non, mais ils sont pas formés à Castres non plus, donc je m'en vante pas. Non, mais des joueurs comme ça, aussi forts, qui débutent chez les pros dans une équipe comme ça, voilà, on sait qu'il y a les sirènes de clubs habitués top 6 qui sont et ça doit être dur à refuser, oui. Oui, mais regarde, je trouve qu'il y a un peu un tournant, c'est-à-dire que maintenant tu prends un Atisogbe, un Gaëtan, ils sont très régulièrement appelés dans le groupe France, ils jouent même des matchs sur le tour de destination, en jouant dans un club comme Pau qui joue le maintien, et ça, il y a une dizaine d'années, tu le voyais pas. Les joueurs qui étaient en équipe de France, c'était quand même principalement des joueurs des gros clubs, et le fait qu'ils soient appelés, ou par exemple il y a une Tulagi qui a eu des convocations avec Perpignan, le fait que ces joueurs-là soit quand même appelé en équipe de France dans ces clubs-là, je pense que ça va inspirer des parcours. Et Broboiry, quand il voit ses copains Gaëtan et Atisogbe qui gagnent beaucoup en ayant beaucoup de temps de jeu à Pau et en étant performant sans équipe de France, je pense que ça va l'inciter à rester plusieurs saisons aussi. Oui, mais après, si on sort un peu Atisogbe, Gaëtan, tout ce genre de joueurs, il y en a des dizaines et des dizaines en top 14. L'équipe de France n'est pas le seul objectif. Et là où t'as le bout de bois aussi. Voilà, t'as envie de gagner. Si la section ne passe pas de cap, je comprendrais très bien. Mais même les joueurs de ce talent-là, il y a envie d'aller ailleurs. Ils vont pas passer leur carrière à Pau. Je veux pas dire ça. Non, je veux pas dire ça. C'est juste qu'effectivement, par exemple, Broboiry, maintenant les jeunes vont plus partir après une bonne saison ou deux. De suite vont partir dans les gros clubs. Je pense qu'ils vont voir que peut-être c'est bien pour eux d'avoir vraiment une vraie expérience en top 14, c'est-à-dire 3-4 saisons, avant d'aller à 25 ans où ils restent encore jeunes, mais en même temps une solide expérience. Là, partir vers les gros clubs où ils peuvent de suite arriver plus sérieusement et être titulaires. Effectivement, je pense qu'un Gaëtan et un Atisogbe, dans les 2 ans, ils seront plus à Pau. Mais en même temps, ils auront quand même joué 3-4 saisons. Tu t'engages quand même. C'est mon avis, c'est mon avis. Voilà. Non, mais alors, je vais te dire, je suis très content pour Pau, mais je pensais pas déjà que Gaëtan allait faire 3 ans à Pau. Je suis très honnête, la première saison qu'il fait où il roule clairement sur tout le monde à Pau, il y a déjà la saison suivante qui était un peu moins bonne, mais bon, il y avait eu prépa Coupe du Monde. Et remplacement au centre aussi, voilà, remplacement au centre, tout ça. Tu vois, cette saison-là, j'aurais dit comme toi. Tu vois, quand il est arrivé, j'aurais dit au bout de 3 mois où il était à Pau, j'aurais dit dans 2 ans il est plus à Pau. Et c'est pas un manque de respect pour Pau, encore une fois, parce que je comprends que tu as Toulouse, Bordeaux, Toulon, qui tu veux, à l'époque le Racing, parce que le Racing aujourd'hui en difficulté, qui t'appelle. Forcément, tu as peut-être une revalorisation salariale aussi, tu as des ambitions à la hausse, tu as des joueurs de fou qui t'entourent, même si tu as de très bons joueurs à Pau. Voilà, c'est tout, mais après, je dis pas qu'ils vont partir demain. Hein. En tout cas, j'ai pas l'information. Ce serait quand même fou, mais non, mais c'est juste que voilà. Après, Atisogbe peut faire comme Gaëtan, même si Atisogbe, ça fait déjà 2 ans. Là, c'est la deuxième année où il joue régulièrement, où il est indiscutable. Donc la première année, il s'est rendu indiscutable dès ses premiers matchs. Oui, donc voilà, donc Atisogbe et Gaëtan, qui sont bien à Pau en tout cas, et qui ont roulé sur le Racing 92. Et pour finir sur ce match, j'aimerais juste rajouter que Kerwin Tupuotu a fait un très bon match, le joker médical de Saracens, de Scarlett, qui était prêté au Saracens. Bonne pioche. Mais qui a vraiment fait un bon match par sa puissance et tout, et c'est un bon remplacement à Gorgadze. Oui, parce que c'est vrai que quand Gorgadze est absent, Gorgadze va revenir, c'est important. Ouais, Gorgadze il était suspendu 4 semaines, je crois. Ouais. Donc il devrait revenir. Pour un carton rouge dans un match hyper serré, Géorgie-Pays-Bas. Ouais. Donc il a fallu mettre de l'intensité. C'est pas contre la. Ouais. Non, c'est Pays-Bas. Ils n'ont pas joué la Suisse. D'ailleurs, finale Rugby Europe Championship, je le dis. Géorgie-Espagne. L'Espagne est allée gagner au Portugal. Voilà. Avec Rafael Costa Storti titulaire. C'est gratuit pour Costa Storti. Il peut y avoir 60-0 en finale, quoi. D'accord, oui. Il peut y avoir 12-13 aussi. Bon, on va passer au jeune bunker. Ouais, parce que là, on divague là. Jeune bunker, jingle, Ashraf, et on parle tout de suite de La Rochelle.
Et oui, j'ai l'impression de me répéter. Il ne m'écoute pas à côté, c'est pas. J'ai l'impression de me répéter toutes les semaines avec La Rochelle, qui est actuellement abonné au jeune bunker. Et bah, force à la vidéo, ils vont dire carton rouge pour La Rochelle. Là. Le bunker, ça fait un mois qu'ils tournent. Ils l'ont dit, oui, ils l'ont dit. Ils l'ont dit pour Will Skelton, qui a taclé Neymar. Depuis décollé, donc carton rouge. Non, La Rochelle qui termine cette 18e journée, 9e du top 14, à égalité de points avec Pau. Voilà, avec Pau et Montpellier. Si on nous avait dit au début de la saison qu'à la 18e journée, Pau et La Rochelle auraient le même nombre de points, on n'y aurait pas cru, on l'aurait pas parié, en tout cas je parle pour moi. Mais La Rochelle, la chute sans faire en fait de La Rochelle, et on a notre collègue Paul Arnoux qui connaît bien La Rochelle, qui nous dit que c'est le néant dans le jeu de La Rochelle, qu'il n'y a pas que les joueurs. Et alors attention, il est très excessif parfois. Alors excessif, là pour le coup samedi après-midi. Ah oui, c'était le néant. Français La Rochelle. Mais le néant des deux côtés là. Oui, je pense. Apparemment, toute personne qui ne s'est pas endormie aura la Légion d'honneur dans 2 mois, je crois, remise par Emmanuel Macron. Du coup, ce sera pas le cas pour nous. Donc vous irez sans moi. Non, plus sérieusement, ça a été un match triste. Mais au final, le Stade Français par les 4 points qu'il voulait. Par contre, La Rochelle, c'est très compliqué parce que sur le papier, oui, tu as ce rouge de Skelton, mais bon, Bourgarit, qui est peut-être pas à 100%, mais Bourgarit, Skelton, Astoy, Danti Seteni, Noël, Dulin, Dylan Leeds. Oui, il manque des joueurs, notamment Gégou, Boudéan, Aldrin. Notamment en 3e ligne, ouais. Oui, mais quand même. Enfin, quand même, est-ce que, voilà, malgré tout, on attend beaucoup plus cette équipe de La Rochelle quand même. Oui, alors ils ont un truc. Alors moi je trouve que leur animation a été très mauvaise sur ce match, que dans tout ce qu'ils ont fait ou presque a été raté dans l'engagement. Ils se sont trompés complètement d'engagement. Ça a été pas du tout pour marquer l'adversaire, mais vraiment juste de la violence presque bête parfois. J'ai en tête c'est ce plaquage de Latou qui nous a fait rire en vrai devant la télé. Mais je pense que tes supporters rochelais, t'es dégoûté quoi. T'as Latou qui plaque Delbouis alors qu'il a même pas le ballon. Enfin et bon Skelton, même si Brereton rajoute, il y a rouge. T'as beaucoup de choses à La Rochelle qui ne vont pas dans la construction du jeu et dans dans le placement du jeu. Maintenant, là où je les excuse un tout petit peu, c'est que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'absents en 3e ligne. Oui. Et ce qui s'est ressenti, c'est vraiment sur la touche. Donc la touche a été catastrophique samedi. Mais c'est aussi parce que au final, tu te trouves avec la toute 3e ligne, donc tu ne peux pas t'en servir dans la touche. Et t'as pas vraiment de gros sauteurs après pour t'assurer les ballons, si ce n'est Haddad, mais qui se retrouve vraiment tout seul et donc ciblé par les adversaires. Il y avait Lavaux aussi. Mais donc du coup, tout ça mis bout à bout fait que La Rochelle, en plus de son manque de confiance, tombe dans une spirale affreusement négative qui fait que La Rochelle est aujourd'hui rentrée dans leur rang complètement dans les équipes top 14. Aujourd'hui, La Rochelle, quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes les noms et leur niveau de jeu depuis maintenant plusieurs mois, tu te dis, oui, cette équipe, elle se bat à la limite du top 6, mais moi, je la vois pas gagner le top 14 en fin de saison. Hein. Aujourd'hui, tu as la paire de centre Danti Seteni. Il y a 3 ans, tu peux te dire, c'est une paire de centres atomique qui va rouler sur tout le top 14. Rappelez-vous la finale Danti, malheureusement... 2023 quand le Leinster à Dublin. Jonathan Danti, malheureusement, ça fait 1 an qu'il marque vraiment le pas, notamment à cause de petits pépins physiques. Ouais. Je pense que son corps commence à souffrir à maintenant 32 ans, je crois, dans son style de casse-brique. Voilà, forcément, tu prends des coups. Et Seteni, je suis désolé, ce n'est plus du tout le Seteni qu'on a connu. Il ne fait plus aucune différence. J'ai mis du temps à me rendre compte qu'il était sur le terrain quand même samedi. Et c'est triste à dire, puisque ça peut être un joueur fantastique, quoi. Et donc c'est pour ça que cette équipe de La Rochelle m'inquiète fortement et juste rentrer dans le rang, quoi. Et info Ashraf en régie, depuis le 4 janvier 2025, ils n'ont plus gagné les Rochelais. En top 14. C'était qui leur victoire? En top 14. C'était, oui, il me le dit à l'oreillette, il m'aide. Bravo Ashraf, c'était Toulouse à la dernière seconde. Oui, donc c'est pas en plus, c'est pas la victoire la plus rassurante de l'histoire. Non, mais après La Rochelle, ça va pas, mais bon, oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais. Et après, bon, ils vont avoir un gros match contre Castres, recevoir Castres, avec le retour des internationaux normalement. Non, mais pour le coup, c'est les prochaines journées avec les internationaux, parce que si vraiment la machine ne se relance pas avec des Aldrit, Antonio, Gégou, Boudéan, là, il n'y aura plus qu'à s'asseoir et pleurer quoi, pour le staff et les supporters. Je veux bien que, comme on a dit, effectivement, les absents, les 4 noms sont 4 gros noms, 4 leaders, 4 joueurs performants, etc. Mais ok, ça fait défaut devant, ça fait défaut sur la touche, comme il y a dit Yanis. Quand tu as Tolo Latou en touche, forcément, c'est plus compliqué. Mais par contre, derrière, ils n'ont pas d'absents. Et il n'y a pas de fond de jeu. Donc là, c'est qu'il y a quand même un problème.
Oui, non, mais après, un fond de jeu, le jeu de La Rochelle, même quand ils gagnaient, n'était pas folichon en derrière. début de saison, tu te rappelles, ils avaient essayé de en début de dire, saison, oui, mais je veux dire, les gros succès de La Rochelle n'ont pas été faits. Oui, ils ont fait des gros matchs, bien sûr. Sinon, tu gagnes pas le Leinster si tes arrières font pas des exploits. Mais tu avais surtout les tracteurs devant. Il faut dire les zéro différence. Les mecs plus physiques, ils en font plus. Et les mecs qui sont plus joueurs de ballon, comme Seteny, il fait zéro différence. Seteny, il est jamais... Depuis son plaquage manqué sur Ntama, qui sait plus jouer au rugby, on a presque l'impression. C'est un joueur génial. Ici, à la limite, Jack Noel, un peu chaque fois, arrive un peu avancer. En début de saison, mais là, un peu moins. Et t'as pas l'impression qu'il y a vraiment, comme là, je suis en train de voir, on cite des joueurs, il y a un problème de renouvellement d'effectifs. Ah, ça oui. Est-ce qu'ils ont un peu le déclic cette année quand tu recrutes Le Garec, Ninashvili? Si, sûrement. Et c'est un bon recrutement qu'on a devoir et tout. Oui. Mais là, pour l'instant, quand tu regardes, c'est la même équipe qu'il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, elle performait, mais là, elle a mâché des matchs, quoi. Je pense qu'ils ont ils ont un petit déclic. Voilà, ils ont. Heureusement, ils regardent les matchs comme nous. Oui, ils regardent les matchs. Et après, t'as des langages corporels aussi. Le rouge, il peut être frustrant, mais quand t'as ton président qui quitte la tribune, comme tu vois, je sais pas si c'est un bon comportement, honnêtement. Tu quittes la tribune, bon, avec respect et tout, tu serres la main à tout le monde, mais tu t'en vas dès la 20e pour aller t'asseoir sur le banc. Toutes les confs de presse, t'as Ogara qui sort la sulfateuse. Je suis complètement d'accord avec toi. Qui dit je suis responsable, mais qu'il faut aussi des tirs monumentaux à ses joueurs. Peut-être à raison quand tu vois les joueurs, mais en fait, ça respire vraiment pas la sérénité. T'as des équipes qui souffrent. Elles souffrent, elles se mettent en boule, on va travailler et ça va passer. Là, je dis pas que La Rochelle travaille pas, mais tu sens que c'est une situation qui s'était pas du tout prêt à vivre, ce qui est normal aussi. Je pense que tu aurais Toulouse, Bordeaux, Toulon, la situation, ça serait compliqué. Mais tu as des langages corporels qu'on n'avait jamais vus. Parce que Vincent Merlin, qui était une tribune comme ça, être filmé en direct sur Canal, c'est pas très, je sais pas, je dirais pas, c'est pas de l'irrespect. Mais ça respire pas du tout la sérénité, quoi. Et là où surtout pour aller s'asseoir sur le banc, je sais pas vraiment pourquoi. Il voulait trouver le proche de ses joueurs, peut-être. Il aura parlé à la je pense qu'il hésite à partir. Mais là où c'est inquiétant, là, comme tu le dis sur Ogara, c'est que son discours passe plus en fait. En fait, ça marchait bien quand tu pétais un câble tous les 5 mois, parce que La Rochelle perdait une fois honteusement tous les 5 mois. Maintenant, quand La Rochelle elle enchaîne les défaites, faire tout le temps le même discours de il y a un grave problème, machin, truc, du coup, ton discours il passe moins, puisqu'en fait, tu te rends compte que c'est tout le temps le même. Donc tes joueurs ils t'écoutent moins, ils sont moins impressionnés par ce que tu dis, parce que tu le dis tout le temps. Donc forcément, ça marche moins, et c'est pas pour rien que Roland Ogara se pose des questions en conférence de presse. Non mais et aussi, alors je rebondis sur l'opinion du middle de notre collègue Arnaud Bordelais. Alors je sais pas si c'est vrai, il a réussi à faire basculer la chose en parlant de Briat qui simule comme Neymar plutôt que le match de La Rochelle. Je sais pas si, parce que forcément tous les médias se sont emparés de cette phrase, d'où les premiers et à raison, mais du coup plus personne n'a parlé de la prestation de ses joueurs en fait au final. C'est plus Briat, alors oui qui a joué du Neymar, moi je le dis, je pense qu'il a un peu surjoué, mais bon au final la faute de Skelton y était, et je pense que La Rochelle n'a pas perdu ce match à cause de la simulation, pseudo-simulation de Briat, mais bon c'est pas grave. En tout cas La Rochelle, réception de Castres, déplacement à Clermont, il va vite falloir reprendre des points, ils sont pas largués non plus, mais on dit ça chaque semaine, au bout d'un moment il va falloir... Ils ont 38 points, ils sont à 2 points du top 6, et tu vois, ils vont gagner. S'ils gagnent Castres, ils reviennent à hauteur de Castres. Si vraiment c'est 4-0, donc ils sont pas largués non plus. Oui, parce que La Rochelle faisait un bon début de saison, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas les demi se sont envolés déjà, les demi directs se sont envolés. Encore en course en Champions Cup, est-ce que ça peut leur redonner confiance, parce qu'ils affrontent le Munster, un Munster qui est vraiment pas très ouf cette année. Donc, oui, mais après tu peux gagner le Munster, tu as un déplacement si Bordeaux fait le boulot à Bordeaux, donc tu vas y laisser des plumes aussi, à voir. Mais bon, en tout cas La Rochelle, c'est pas la folie en ce moment. On va passer au MVP, la grande mêlée, et c'est un jeune Toulousain. D'ailleurs je te propose, là vu qu'on a fait le jeune bunker, je propose un carton rouge de 20 minutes pour La Rochelle. Mais si nous on s'en va pendant 20 minutes et on revient dans 20 minutes. Mais surtout on remplace La Rochelle par qui du coup s'ils sont exclus? Pendant 20 minutes? Non mais pendant 20 minutes là, c'est bon, après ils reviennent à 23h. Okay. Non, en tout cas voilà, MVP la grande mêlée, Guillaume Cramon, on en parle tout de suite. Voilà, le MVP la grande mêlée cette semaine est Guillaume Cramon, le talonneur de Toulouse, 69,9 points pour le jeune talonneur qui, mais alors oui, il est 3e talonneur de Toulouse. Il serait premier dans, je n'ai pas compté, mais dans énormément de clubs de top 14. Il serait premier talonneur, le
le Dacquois, parce qu'il a joué à Dax avant de rejoindre Toulouse. Mais bon, c'est vrai, Louis, que Cramon continue de marquer des points. En fait, il déçoit jamais à Toulouse. Je sais pas, voilà, on les connaît, les jeunes de Toulouse, mais lui ne déçoit jamais. Et forcément, quand tu as Peyote Movaka et Julien Marchand devant toi, quand les gros matchs arrivent, tu es 24e homme. Tu dis que c'est un jeune Toulousain, mais à force de dire que c'est un jeune Toulousain, c'est plus un jeune Toulousain. Guillaume Cramon, il commence à avoir. Non, mais c'est vrai que c'est drôle parce qu'on le voit toujours avec cette image-là du mec qui remplace Marchand et Movaka quand ils sont pas là. Parce qu'en même temps, c'est vrai que les gros matchs de phase finale, je sais pas s'il a déjà joué un match de phase finale de top 14, Guillaume Cramon, mais au final, je pense qu'il doit avoir une bonne expérience. Il a maintenant, c'est même sûr, il a une solide expérience en top 14, il doit avoir au moins une 60aine de matchs, je pense. Et c'est vrai que c'est un joueur qui répond, qui est toujours régulier en fait quand il joue, qui va être assez fiable au lancer. Et ballon à main, voilà, c'est toujours un mec qui est à l'avancée, qui se propose beaucoup, qui fait énormément de courses. En plus, maintenant, il a aussi Thomas Lacombre qui pousse derrière lui. C'est un joueur aussi qui plaque beaucoup. Donc, en fait, c'est pas du tout étonnant qu'il soit très bon sur LGM parce que c'est typiquement le genre de joueur LGM et c'est aussi un très bon joueur de rugby. Donc, comme tu disais, oui, il serait titulaire beaucoup ailleurs. Et c'est aussi Guillaume Cramon, sa progression année après année, c'est un des symboles de ce stade toulousain qui maintenant est imprenable pendant les doublons. Et c'est aussi parce que ce genre de mec qui au début jouait pas trop d'expérience, c'était des fois dans le dur, à force il a appris avec les matchs, il a pris l'expérience et maintenant c'est un très bon joueur de top 14 et pendant les doublons, Toulouse se retrouve avec des très bons joueurs de top 14 comme lui. Ouais, parce que Toulouse a magnifiquement négocié cette période de doublons, si redouté les années passées. Maintenant, je sais même plus si elle est redoutée maintenant. Maintenant ils ont hâte qu'elle arrive. Ils reposent leur cadre numéro 1. Après ils font plaisir à leurs jeunes là, allez marquer 80 points là et puis. Et Guillaume Cramon il arrive lundi matin, il fait c'est quand que tu pars Péat à Marcoussis, c'est quand que vous repartez. Non mais oui c'est vrai que ce Toulouse là. Maintenant ils font la différence sur les doublons, tu te rends compte ou pas, sur les autres équipes, sur Bordeaux et Toulon, ils ont marqué plus de points qu'eux largement en plus. Donc oui, ils font la différence. Et encore on parle de Toulon et de Bordeaux qui ont bien négocié, enfin, pas trop mal. Toulon Bordeaux. Plus que Bordeaux. Oui, Toulon plus que Bordeaux, mais Bordeaux par rapport à la saison dernière c'est bien négocié. Toulon a beaucoup moins d'internationaux que Bordeaux aussi. Oui déjà. Oui. Mais bon oui, Toulouse en fait est. Aujourd'hui, on te dit le lundi matin, si tu arrives à avoir l'info, tu reçois Toulouse, ils font tourner. Tu dis. Ah non, oh non. Oh non. Non, mais vous êtes sûr là Dupont-Ramos, il joue pas. Non, c'est Malia en 10. C'est Malia quoi. C'est Castroferra, lui. Malia, Cramon, Castroferra, il y a Ntamak sur le banc là. Théo Ntamak. Il va rentrer en jeu avec la. Il ne faut pas oublier cette phrase de Christophe Ferrand, ce qui est folle quand il disait que Toulouse défendait mieux en période de doublon. Ouais, il a dit ça avant le match, il a perdu. Voilà, contre le Toulouse des doublons. Mais il avait raison. Il a pris 40 à la piole. Ce Toulouse-là est impressionnant et on a du mal à voir qui pour les arrêter, même si l'UBB et Toulon ont de gros arguments. En tout cas, ont montré de très 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 belles choses. De savoir que Toulouse a plus de environ 15 joueurs, je pense, une quinzaine de joueurs, c'est sûr. On va dire pris par le tournoi Destination. Alors oui, ce week-end contre Vannes, ils ont pu récupérer Capozzo, Kinghorn, qui ne sont pas conservés parce qu'il n'y a pas une liste de protégés en Écosse et en Italie. Mais les joueurs protégés, ils ont regardé le Toulouse-Vannes avec le sourire aux lèvres. Merclair a dû être content avec l'Espagne. Ah oui, bien sûr, Merclair en finale du Rugby Europe Championship, je le répète parce que l'Espagne a gagné le Portugal de Rafael Costa Storti. Là, en plus, j'adore Costa Storti. C'est un nouveau running gag. Avant, on avait les résultats de Grouillet. Maintenant, on a les résultats de l'Espagne. Pendant les périodes de doublons, il s'adapte. Ouais, voilà. Donc, je m'adapte. Mais bon, Grouillet a perdu à Florence cet après-midi. Donc, pas de bruit défensif. 6 points d'avance sur la zone sur la zone de relégation. La zone de relégation 2 journées avant la fin. Et Grouillet, un match à retard. Ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, j'espère que ça va le faire. Bien sûr, il y a de bons joueurs en plus à Grouillet là. Il n'y a pas Quentin Puyot et tout? Si, Quentin Puyot, ancien montalbanais. Valentin Tirefort, c'est vrai. Tirefort, oui, voilà. Non, mais il y a du monde à Grouillet. Il y a du monde, ça joue bien, bon, messieurs, le 15 de la semaine. Alors, on va parler d'un Bordelais, on va pas parler de l'UBB quand même, qui a gagné à Perpignan. C'est vrai. Voilà, donc on va parler de Janse Van Rensburg avec le 15 de la semaine. Le H, il est prêt, Ashraf, là, tout le temps. Il se loupe jamais sur les jingles, Ashraf. Mais en plus, il est en canne aujourd'hui, il te file des infos et tout dans l'oreille. Il te file des infos et tout, ouais. Déjà, ça m'a perturbé, d'ailleurs. J'ai entendu de la voix, j'ai dit, oula, il dort toujours pas. Non, mais bien sûr, on va parler de l'UBB, victorieuse,
très bien, victorieux. Voilà, belle victoire à Aimé Giral. C'est jamais facile d'aller gagner à Aimé Giral. Et notamment l'UBB qui a marqué l'essai le plus rapide de l'histoire du top 14. Alors j'avoue que j'ai du mal à comprendre au bout de combien de secondes. En tout cas, c'est moins de 11 secondes. Parce que le précédent record était 11 secondes. Thibaut Lassalle en 2014 à Castres avec Oyonnax à l'époque. Mais voilà, Canal Plus et la top 14 parlent de 10 secondes. Mais au chrono d'Aimé Giral, on est à 7-8 secondes. Même il a pas tiré à 7 secondes. Est-ce que le chrono est parti 2 secondes trop tard? C'est possible. En tout cas, nous... Enfin, moi j'étais au stade, donc j'ai dit 8 secondes. Mais bon, voilà. Pour le coup, je pense qu'en fait, il est accordé à partir du moment, enfin, il y a essai à partir du moment où l'arbitre siffle, tout simplement. En fait, il aplatit à 7 secondes, mais l'arbitre met 2 secondes à siffler. Oui, à Canal, ils arrêtent les 10 secondes quand il aplatit. D'accord, Donc, je voilà. ne sais pas. Et la planche GPO, bien sûr, voilà, 8 secondes depuis le stade. La planche GPO, Raphaël, qu'on embrasse, mais oui, il devait être au stade. Je l'étais aussi, et belle défaite de lui. Ça réagit comment d'ailleurs au stade? Puisque j'imagine que coup d'envoi, t'es quand même à fond et tout. Mais surtout, t'as l'animation avant qui te chauffe, tout le monde est quand t'aimes fort, ça crie ça, feu d'artifice, et là, Échec Garay qui arrive. Grosse clim. Après, pour le coup, bon, j'ai bien vu l'action, mais je suis de l'autre côté. En fait, du coup, je suis la tribune de presse, c'est de l'autre côté de l'essai d'Échec Garay qui marque complètement en coin vers la droite. Mais ouais, c'est grosse clim. Après, grosse clim, 8 secondes de jeu essai, 7ème minute, essai de Van Resburg, demi-heure de jeu, essai de Falatea. Il y avait 19-0, je veux dire que la clim elle a duré. Hein. Fin du match, victoire de l'UBB. La clim elle a vraiment duré. La clim, voilà. Donc, mais bon. Restons sur la victoire de l'UBB. Bon, Juan Janssen Van Resburg, le 12, qui a fait un très gros match. Et dans le cas de la semaine, on va parler plutôt de l'UBB parce que c'est une vraie victoire quand même de prétendant, bien sûr, au final et au titre de ce top 14 parce que Perpignan est en grande difficulté, ok. Mais j'ai trouvé ces Bordelais sereins, déjà en première mi-temps pour faire le score. Et puis même quand l'USAP est revenu. À 19-12, carton jaune de Johnny Gray sur l'action du deuxième essai de l'USAP. Là, tu sens que ça va tourner. Et en fait, non, l'UBB a défendu et a ensuite de suite repris le score avec une pénalité de Jalibert et un essai de Conorsa, il me semble, ou d'Arthur Retière. Un ballon porté, mais bon, l'UBB a montré de la sérénité. Tu fronçais sur ça. Je sais qui a marqué le 4ème essai de. C'est Conorsa qui marque. Hein. Avec Conorsa. Oui, voilà, Conorsa qui marque. Conorsa au Retière, mais en plus j'étais au stade, oui, c'est Conorsa. Mais cette victoire elle est très importante pour l'UBB, je pense, parce qu'elle fait beaucoup de bien au moral. Alors au-delà du fait qu'il y a les vacances et que donc, du coup tu passes quand même les vacances à la 2e place du classement, il y a le symbole de Perpignan qui est depuis quelques années un peu l'endroit où l'UBB a beaucoup de mal à s'imposer et où il y a eu des problèmes par le passé. Donc gagner à Perpignan n'est jamais anodin pour l'UBB. Et puis tu sors d'une victoire peu glorieuse contre Clermont. Et avant ça, il y a eu la défaite contre Lyon qui était difficile à accepter pour le staff et les joueurs. Donc gagner à Perpignan, c'est pas du tout anodin, surtout au vu de la prestation en première période de ces joueurs qui sont filés en défense. D'ailleurs, je trouve qu'on a vraiment retrouvé sur ce match l'identité de l'UBB, c'est-à-dire quand même beaucoup de dépossession, on laisse le ballon aux adversaires, mais par contre dès que tu grattes un ballon ça va à 2000 à l'heure et puis tu marques un essai quoi. Il n'y a pas d'hésitation, c'est tu traverses le terrain ou quand il n'y a pas essai, il y a presque essai comme il y a eu l'action de Cazot là. Mais c'est vraiment, on a retrouvé une UBB létale qui a aussi eu une grosse occupation au pied grâce à Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, ce qui a fait la différence dans ce match. Même s'il y a eu ce trou d'air, encore quelque chose qu'il faut régler puisque quelque chose que ne connaît pas Toulouse, je trouve cette année. C'est vraiment la chose pour être parfait quoi. Il faut être parfait de toute façon, il faudrait être parfait en fin de saison je pense pour battre Toulouse quand on est l'UBB. Mais quand tu as passé ce trou d'air, tu as réussi à redevenir patron notamment en étant lucide, choisissant les points, poser le jeu et calmer cette furia catalane pour gagner. Donc je trouve que cette victoire, encore une fois, n'a rien d'anodin pour l'UBB. Ouais, c'est vrai que depuis le début, les gros de l'UBB ont été aussi impressionnants. Parce que même à la fin en conférence de presse, ils parlaient qu'ils avaient été vexés parce qu'ils n'avaient pas trop fait le boulot contre Lyon, même contre Clermont. Ils avaient été vachement embêtés dans le jeu au sol. Là, on parlait Marco Gazzotti, des mecs comme ça, Cyril Cazot, même les piliers aussi ont fait un match convenable, Maxime Labotte, bien sûr. Tu sentais que voilà, les avants girondins ont montré les muscles. Et ça a vachement aidé, bien sûr, les arrières. C'est comme tout, quand tu as un pack qui avance et qui fait le boulot.
derrière tu peux te montrer et finir le travail. Donc ils ont même été peut-être un peu trop sur les rucks, puisque du coup ils ont été pénalisés de nombreuses fois. Mais je pense que tu serais d'accord, Louis, que quand ils ont été dans les rucks ils ont pourri au début tous les rucks perpignanais. Donc du coup les Catalans qui s'appuient beaucoup sur la vitesse quand même de jeu pour déployer leur jeu, et ça marchait moins bien, quoi. Oui, c'est vrai que de suite, dès le début du match, bon, hormis le fait que chez Garay marque après 10 secondes de jeu, on a de suite vu que ça allait être une rencontre quand même disputée avec beaucoup de rythme, où ça allait partir un peu dans tous les sens. Et justement, les avant bordelais, comme tu dis dans les rucks, ont fait en sorte que ça parte pas dans tous les sens. Enfin, que les Bordelais arrivent à le faire, mais pas les Perpignanais, d'ailleurs, ils n'ont pas réussi à le faire. Et comme tu dis, il y a eu peut-être cette période où Bordeaux était un peu moins bien en deuxième mi-temps. Mais en même temps, Perpignan, il y avait un peu l'énergie du désespoir aussi. Les mecs ont été largement menés chez eux, piqués, ils avaient leur stade qui était plein, ils jouaient devant Canal à 21h, ils avaient aussi envie de se montrer. Nakalevou qui a fait une bonne rentrée en plus, ça a remis dans l'avancée. Mais voilà, mine de rien, même si Bordeaux a eu, comme tu dis, ce trou d'air et que Perpignan a réussi à marquer, ils ont quand même limité la chose. Et comme le disait Vincent, au moment où tu te dis le match peut basculer, alors certes, il y a Nakalevou qui fait n'importe quoi dans un mall, mais derrière, ils ont quand même réussi, les Bordelais, à derrière remettre de l'avancée et se dire ok, non, c'est nous qui avons le contrôle du match, et à raccélérer au bon moment et derrière remporter ce match. Et au-delà du fait que tu dis que c'est un symbole pour Bordeaux de gagner à Perpignan, surtout un symbole pour Bordeaux de refaire cette performance aboutie après une période de doublon où quand même tu perds à domicile contre Lyon, tu as été bougé à Bayonne, tu as été bougé par Clermont surtout la semaine dernière, alors que tu te disais bon, t'as Jalibert Penaud, tu vas leur rouler dessus, et au final tu arrives à maîtriser cette rencontre à Perpignan, et c'est quand même un signal fort parce que je pense que pas mal d'équipes auraient perdu face à ce Perpignan là. Et Perpignan, j'étais pas trop inquiet pour Perpignan. Mais ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines en tout cas, que c'est loin d'être serein à domicile. Ouais, qu'ils s'en sortent quand même, tu vois, contre Pau, ils s'en sortent à la dernière seconde avec cette pénalité d'Ocagne. Ils ont eu tout le temps. C'est à 6 mois, quoi. Oui, non, mais depuis le début de la saison, c'est ça. Perpignan, c'est sur un fil. Et ça gagne pas un match à l'extérieur. Donc forcément, tu gagnes pas un match à l'extérieur. Une fois que tu perds à domicile, c'est mais regarde maintenant, Castres, t'arrives pas à gagner, tu fais match nul, donc tu perds des points. Alors que peut-être que ce match en début de saison, tu aurais gagné. Là, Bordeaux, tu fais une première mi-temps très mauvaise face à un bon Bordeaux, mais au final tu reviens, et puis ce match-là, peut-être qu'au début de saison ils auraient continué à remonter, là ils remontent pas, tu prends 0 points. Et puis Lucas Velart, j'avoue, m'a appris quelque chose, ils reçoivent que 3 fois sur les 8 dernières journées, ils se déplacent 5 fois. Là ils se déplacent à Toulon et à Vannes. Ça veut dire que si tu perds, t'es forcément assuré d'être dernier. Si tu perds les 2 matchs, t'es sûr d'être dernier dans 2 journées. Non, mais en fait, parce que Vannes, si tu perds, c'est que Vannes aura gagné, et du coup aura pris 4 points, vu que t'as que 2 points d'avance sur Vannes aujourd'hui. Et puis des blessés encore, t'as des blessés partout, mais c'est un truc de fou. Perpignan, la Crossdale, t'as le côté Perpignan, oui ils sont habitués à jouer le maintien, mais t'avais la saison dernière aussi, tu vois. La saison dernière elle était magnifique pour Perpignan. Oui, ils jouent le top jusqu'à la dernière journée. Et puis le début de saison était rassurant, tu sentais que Perpignan allait presque jouer le top 6 ou se dire allez 10ème, tu vois. Le Montpellier d'aujourd'hui, je voyais que ça allait être Perpignan, tu vois. Moi je croyais que ça allait être Perpignan. Et puis au final non, tu dois rebaisser la tête, tu dois une nouvelle fois regarder vers le bas. C'est compliqué parce que là, le déplacement à Toulon en plus ils ont pris une valise à Lyon. Bon, le score est gentil, mais ils prennent 27 points en une mi-temps. Attention quand même parce que. Avec cette donnée, je suis pas loin de penser qu'en fait l'objectif de Perpignan là, ça doit être le barrage. Hein. Non, mais non. L'objectif, ça doit surtout de ne pas finir dernier. Mais t'as que 2 points de retard sur Stade Français, par exemple. Non, mais aujourd'hui, ça va pas être le barrage. Si dans 4 journées, t'es dernier ou 13ème, ok. Là, aujourd'hui, tu dois être un peu plus ambitieux. Ils ont encore leur destin entre leurs mains. Ils peuvent aller gagner à Vannes, par exemple. Non, mais ils n'ont pas gagné un match de saison extérieure. Non, mais ce qui a été leur chance, ou plutôt peut-être leur malchance quand on va les résultats actuels, c'est qu'en fait, vu qu'il y a des clubs qui sont en telle mauvaise situation depuis le début, on a beaucoup parlé du Stade Français parce que le Stade Français a fini 2ème l'an dernier, c'est pas pour le maintien, donc on a beaucoup parlé d'eux. Le Racing aussi parce que c'est un gros club qui se retrouve à jouer le maintien. Là, on a encore refait je sais pas combien de minutes sur La Rochelle dont on parle beaucoup, alors qu'au final La Rochelle, comme on l'a dit, ils sont encore que dans la première partie de tableau. Au final, on s'est pas attardé sur ces Catalans qui sont beaucoup moins bien. Cette fureur d'un jeu comme l'an dernier où devant ils étaient assez solides et derrière le jeu ça partait dans tous les sens avec des Crossdale, Veredamou, c'était essai sur essai. Cette année on l'a plus, et au final même devant ils sont bougés, ils commencent à glisser dangereusement et on parle pas trop d'eux, et il va falloir quand même mais surtout, s'alarme un peu, quoi. Je suis en train de voir, alors c'est à la fois une bonne chose parce que ce sont des mal classés, mais tu reçois le Racing et le Stade Français. Ah oui, la défaite interdite, hein. Et oui, mais pour les deux équipes, c'est des bonnes choses.
Tu trouves que c'est une bonne chose de jouer des équipes qui vont vraiment venir? Je préfère recevoir le Racing et le Stade Français quand je suis dans la position de Perpignan que recevoir Toulouse et Bordeaux. Ça tombe bien, personne ne veut les recevoir. Ça tombe bien, il les reçoit à la 26e journée Toulouse. Alors peut-être que Toulouse sera assuré. C'est des matchs contre double, mais on les connaît les équipes B, équipe C de Toulouse. Moi je te dis, c'est juste que Perpignan Racing et Perpignan Stade Français, ça va être des matchs. Faut pas les perdre par contre. Moi je trouve typiquement vaut mieux recevoir des équipes comme Montpellier ou comme Pau. Qui seront assurés, oui, exactement. Mais Montpellier aujourd'hui, Montpellier, je dis pas, ils peuvent tout viser, ils peuvent à la fois être relégués et top 6, le top 14 est tellement serré que ça. Mais je suis désolé, je préfère recevoir des équipes comme ça qu'une équipe. Tu les reçois, t'as un avantage de fou contre eux. Donc c'est des matchs à 8 points. Oui. Voilà. Oui, donc si tu le perds, c'est 8 points. Oui, mais t'as un avantage puisque t'es à domicile. Donc pour moi, vaut mieux les recevoir. Donc mais ça va après, être, entre les recevoir et y aller, évidemment, vaut mieux les recevoir. Vaut mieux recevoir eux que recevoir Montpellier. Puis ça se trouve, dans le même temps, le Stade Français, ils vont jouer à je sais pas où, à Vannes. Et quand ils vont gagner à Vannes, et du coup, ça. Ouais, d'accord, c'est un débat. Voilà. Bon, en tout cas, Perpignan, il y a un feu qui s'allume. Après, hier, faut l'éteindre. Faut l'éteindre avec l'eau de la Méditerranée. Je parlais par message avec la fameuse planche DPO. Lui me disait il m'a dit j'ai déjà réservé mes jeudis soirs pour la Pro D2 l'année prochaine. D'accord, on les connaît, les supporters pessimistes. Donc non, mais c'est oui, et puis voilà, la planche DPO qui dit voilà, tu vas rentrer du monde tu vas sortir du monde de l'infirmerie. Après, au rythme où ça rentre, d'ici là. En fait, Crozdel, il se pète sur le. Crozdel, il se pète tout le temps après. Non, mais c'est sur le raffut de. Non, il sort après. C'est vraiment un coup, c'est duel aérien avec Retière. Et c'est vraiment les deux, tu sais, ils sautent le genou en avant. Ah oui, vraiment, les deux genoux en avant se tapent, mais ils se tapent très très rapidement, à grande vitesse. Et bon, Retière a été plus costaud que Crozdale. Et bon, Crozdale, il avait du mal il a été obligé de sortir. Bon, après, pour le coup, Nakalewo a fait une bonne entrée. Il y a match dans le match, infirmerie est clairement là qui a le plus de PT. Il y en a à Bayonne aussi. Attention, c'est ce que je veux dire, attention à Bayonne. Bayonne, il y a match. Bayonne et Pau. Oui, ils ont peut-être récupéré du monde. Ils ont 23 absents, ils ont. À un moment donné, Canal, il mettait infirmerie de Pau, tu voyais que le score en haut. C'était là. T'étais à deux de le faire en 3 fois. Ce qui est ouf, c'est que ça fait 2 saisons de suite. Canal, on vous dévoile la partie 1 de l'infirmerie, on reviendra dans 20 minutes pour la partie 2 et on finira par la partie 3 dans le Canal Rugby Club ce soir. C'est incroyable. Non mais Pau, après ça se vide un peu, mais c'est vrai que... Et puis pas que des petits joueurs. Donc voilà, mais bon, l'UBB a gagné. On n'a pas parlé de Van Rensburg du coup. Après Van Rensburg, c'était pour parler de Bordeaux. Tu veux me faire 10 minutes sur Van Rensburg? Je te le dis, pour moi c'est parfait troisième centre qu'il fallait à Bordeaux. Voilà. Puisque il peut jouer avec 2 porteurs et avec Moefana qui peut être décalé en 13. C'est un énorme plaqueur, un mec qui te fait avancer au contact. Et puis quant à lui et 2 porteurs qui est, je pense, le meilleur 3/4 du top 14 en défense. Oui, t'es infranchissable. Bah oui. Bon, t'as été franchi quand même à Perpignan. Derrière? Delpi, il est pas passé entre moi et mon collègue en tribune de presse. Enfin, en tout cas, moi, je l'aurais pas arrêté non plus, mais pas en Bordeaux. C'est vrai. Mais bon, oui, ils ont fait un gros match. De portant, ils ont fait un gros match. T'imagines défendre avec Rémi Ruggiero, Ruggiero centre, toi en 10, ça passe entre les deux. Il est fatigué. C'est catastrophique si il est fatigué. Mais calmez-le. Non, mais voilà. Donc, et bon, on parlera pas des supporters Perpignan avec Mathieu Jalibert. On parlera pas de ça. Non. Voilà, donc. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une mauvaise image du rugby, mais bon, quand on dit que c'est une mauvaise image du rugby. Mais les valeurs ils te disent que c'est pas eux, c'est pas eux, c'est jamais eux. C'est jamais les Catalans, les Catalans c'est pas vous, alors. On les a entendus, ces discours. Bon. Allez, jingle, Ashraf. Voilà, du coup, Perpignan, en danger, mais bon, il y a encore de l'espoir. Déplacement à Toulon et déplacement à Vannes, mais bon, déjà une semaine de vacances, déjà pour les Perpignanais, Franck Azema a annoncé. Et après 2 semaines pour préparer le déplacement à Toulon et peut-être surtout celui à Vannes, possiblement pour les Catalans. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci Ashraf. Voilà, émission que vous pouvez revoir en replay sur Rugbyarama et en podcast aussi comme d'habitude. Pour ceux qui ne peuvent pas nous regarder. Il rate quelque chose quand même en podcast. De quoi? Il rate quelque chose quand même en podcast. Il rate quelque chose. Il rate, j'ai compris, gratte quelque chose en podcast. On a compris, il rate. Ouais, voilà. Pardon. Non mais oui, il rate quelque chose en podcast, mais bon, il rate le petit jeu de regard, voilà, le décor. Déjà notre physique, simplement, ne soyons pas. Je n'osais pas le dire, je t'avoue. Ne soyons pas petits bras. Yannis, il rate d'autres physiques, mais c'est pas grave, tant qu'ils écoutent ou ils regardent comme vous voulez à la 3e mi-temps, c'est très bien. Merci Ashraf en régie, Manon à
la rédaction qui doit être rentré actuellement, puisqu'il est plus de minuit. On lui souhaite. Non mais voilà, merci. La semaine prochaine, via Midol, mercredi comme d'habitude. Kick-off rugby comme d'habitude aussi, jeudi après-midi à 18h. Et bien évidemment, la troisième mi-temps après Irlande de France. Tiens, tu vas ouvrir un maillot, tu vas être content. De quoi? Tu vas ouvrir un maillot. Oui, je vais ouvrir un maillot avec un bon maillot rugby, comme depuis le début du tournoi destination. On a eu l'extérieur de l'Italie et le domicile de l'Angleterre pour l'instant. Donc à voir ce qu'on aura la semaine prochaine. En tout cas, on espère qu'on aura une victoire française. Non? Entre le maillot et une victoire française, vous choisissez le maillot? Je choisis une victoire française. Je veux une victoire française. Plus aucune énergie de l'autre côté. Voilà. Merci à tous. À la semaine prochaine pour la troisième mi-temps. Ciao, ciao. Salut.